Cette première séquence de table ronde porte sur les enjeux des évaluations des politiques publiques. On a prévu 3 interventions d'Arthur Jatteau, qui est économiste et sociologue, c'est suffisamment rare pour le noter, et qui a soutenu brillamment sa thèse hier. On ne pouvait pas faire plus court. D'ailleurs, Ted Porter l'a évoqué tout à l'heure, à l'IDHES et à l'ENS Cachan. On a aussi le plaisir d'avoir Albert Augien à ma gauche, qui est directeur de recherche CNRS, qui est sociologue et qui est à l'EHESS. Je peux dire que ça va ? Et puis Béatrice Touchelet, qui est professeure d'histoire à l'IRIS, à l'université de Lille 3, et qui est une historienne notamment de la chose statistique. Donc vous voyez, on a un panel extrêmement interdisciplinaire. C'est évidemment comme ça qu'on l'a souhaité avec Ilona, et c'est par ces regards croisés, par ces petites touches successives, que tout cela nous dira quelque chose des réflexions que nous souhaitons mener avec vous. Alors, on va avoir les 3 interventions, et comme quand même chacun tient son domaine, on aura quelques questions. Après chaque intervention, on va se limiter à 2 ou 3 questions avec des réponses assez courtes pour chacune des interventions. Et puis ensuite, si le temps le permet, on s'arrangera pour l'avoir, on aura une discussion plus générale. Et donc, on va commencer par Albert Augien. Je te remercie beaucoup, Albert, d'être là. Et puis, nous t'écoutons pour une petite demi-heure. Voilà. C'est plutôt mon plaisir d'être ici, un immense plaisir, et de partager avec vous des années de travaux sur la quantification, sur voilà. Donc je vais vous lire un texte de sorte que je pourrais rester dans la limite de temps certainement si je ne fais pas des incises. L'invasion de nos vies par la prolifération désordonnée d'algorithmes qui traitent de tout et de n'importe quoi semble enfin être devenue, peut-être de façon encore un peu modeste, un problème de nature politique. Et ce problème se formule de multiples manières. Pour certains, il serait fou de renoncer à l'informatisation, aux instruments de maîtrise de l'environnement qu'elle nous offre et aux effets de rationalisation et de confort qu'elle produit. Pour d'autres, il est simplement impensable de négliger l'exploitation de cet or noir que sont les big data, qui sont devenus en peu d'années une source considérable de valeur et un nouveau moteur de croissance. Pour les derniers, enfin, la colonisation des relations sociales les plus ordinaires par la mesure, la surveillance, le marketing et la dérégulation anarchique, c'est la fameuse ubérisation du travail, est un danger pour la démocratie, la justice et les libertés individuelles auxquelles il faut absolument résister. En fait, s'opposer à la mathématisation du monde social est une démarche qui paraît toujours soit un peu absurde, soit totalement injustifiable. C'est que nous sommes tous, peu ou prou, et les chercheurs en sciences sociales plus que quiconque, attachés à l'idée selon laquelle la quantification et les modélisations qu'elle alimente permettent de mieux comprendre le monde qui nous environne et de fixer la manière la plus rationnelle d'organiser l'action collective. Du coup, toute critique du chiffre s'apparente à une remise en cause de la raison ou du caractère émancipateur du savoir que les chiffres produisent. Un jugement moins dogmatique conduit à admettre que la quantification est un phénomène protéiforme. Ce matin, je voudrais donc brosser le tableau des enjeux inhérents à un type de quantification particulier, celui auquel sont soumises la définition et la mise en œuvre de l'action publique. Dire que la quantification est un phénomène protéiforme, c'est dire que toute quantification s'accomplit toujours à l'intérieur d'un système du chiffre qui est construit à des fins particulières, et que ce sont ces fins qui déterminent la nature des opérations de dénombrement et de calcul que la quantification réalise. Autrement dit, saisir les conséquences qu'il est possible d'imputer à une quantification oblige à répondre à une série de questions empiriques. Dans une forme d'activité pratique donnée, que quantifie-t-on exactement? Comment le fait-on? Par qui ce chiffrage est-il conduit? Et au service de quelle visée affichée? Voilà une série de questions empiriques qu'il faut résoudre. Donc c'est à peu près la démarche que j'ai suivie en étudiant le système, ce que j'appelle le système du chiffre gestionnaire, qui m'a conduit à dégager les effets de l'introduction des méthodes de gestion privée dans le travail des administrations d'État,
ses effets sur l'organisation des services publics et sur les conceptions du politique et de la démocratie. C'est ce dont je vais essayer de rendre compte ce matin en quelques minutes. D'abord, un petit tour d'horizon des conceptions de la quantification. Le rôle de la quantification dans la conduite de l'action publique a été analysé de 3 grandes manières. La première est purement organisationnelle. Elle se découvre dans des manuels de gestion, privés comme publics, qui diffusent des méthodes de rationalisation dont l'application devrait garantir la maximisation des gains de productivité. 2 autres manières d'envisager la quantification sont plus critiques. La première s'est développée en sciences politiques et en sciences administratives à partir des travaux de Ted Porter, que vous venez d'entendre, ou de Michael Power, dans un livre qui s'appelle The Audit Society, ou dans les travaux que F. Capello a fait sur la financiarisation. Tous ces travaux essaient d'expliquer les changements qu'un certain type de rationalisation a introduit dans le travail des entreprises, des banques ou des administrations. L'autre démarche critique est celle d'Alain Desrosières, qui a proposé une sociologie historique de la quantification, c'est son terme, qui établit une ligne de démarcation entre une statistique qui, j'emploie les mots d'Alain, qui transforme des mots en nombres, je ferme les guillemets, et le travail scientifique de la statistique, le vrai travail scientifique de la statistique, qui est fondé sur la découverte de, et je cite à nouveau Alain, qui est la découverte de régularités tendancielles appuyées sur le calcul des probabilités, ce travail qui permet d'expliquer des phénomènes et d'en dévoiler la réalité, donc la vraie statistique contre une statistique un peu pervertie. Ces 3 analyses de la quantification ont circonscrit l'espace dans lequel s'inscrivent l'essentiel des recherches sur ce thème. Première manière, c'est de s'intéresser à la validité scientifique des chiffres, donc qui renvoie à la qualité, à la rigueur de la description quantifiée qui est proposée, donc la validité scientifique des chiffres. La deuxième modalité, c'est la construction sociale des chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à découvrir? C'est les ficelles de la fabrication des statistiques, avec ses usages et ses mésusages. Et la troisième modalité d'analyse de la quantification, c'est l'usage social des chiffres. C'est-à-dire qu'on essaie de dévoiler les intérêts des acteurs qui produisent et se servent de cette quantification. Donc 3 manières. Bon, il y a une autre manière d'appréhender la quantification, elle consiste à analyser ce que je nomme la valeur sociale du chiffre, c'est-à-dire le rapport d'adhésion, de rejet, de critique, de croyance ou d'indifférence que des individus entretiennent aux diverses descriptions quantifiées dont ils ont connaissance dans le cours d'une activité pratique située. Cette façon de faire, qui est plus sociologique, on pourrait dire, a été inaugurée par Aaron Sikourel dès l'année 1964, dans des travaux sur la fertilité en Argentine, ou en 68 sur le chiffre officiel de la délinquance juvénile. C'est peut-être un livre qui, je sais qu'il est en cours de traduction, je ne sais pas s'il est encore publié, mais c'est un ouvrage majeur sur l'analyse qu'on peut faire de l'usage des chiffres officiels de la délinquance juvénile. Donc en 1968, ça commence à dater. Ensuite, il y a eu des travaux dans la même veine de Donald Mackenzie sur les bases épistémiques, matérielles et organisationnelles des procédures d'évaluation dans la finance ou sur le trading à haute fréquence. C'est les derniers travaux qu'il fait. Une variante de cette démarche est celle qu'on trouve dans les travaux sur les manières ordinaires de mesurer, comme les travaux de Jean Lave sur la cognition située ou d'Alain Cotreau sur l'ethnocomptabilité. Dans cette perspective, dont j'ai dit qu'elle a été plus sociologique, le chiffre n'est plus tenu pour une donnée brute qui livre une représentation certifiée et concise d'une réalité qui est tenue pour objective, mais le chiffre est considéré comme un terme qui dénote un état de fait auquel les individus pris dans le cours d'une activité pratique attribuent de façon variable 3 propriétés, celle d'être vrai, neutre et incontestable. Le chiffre est donc envisagé, dans ce cas-là, indépendamment de ce qu'il révèle à propos du monde et en considérant les anticipations que l'usage de ces données permettent de faire dans toutes sortes d'activités. Donc, après cette présentation, je passe à mon terrain qui était le système du chiffre gestionnaire. Et donc, qu'est-ce que j'appelle un système du chiffre gestionnaire? Un système du chiffre, c'est un cadre technique, conceptuel et institutionnel qui définit l'objet du travail arithmétique ou statistique au terme duquel une description objective d'un fait observé répondra aux attentes spécifiques de ceux qui l'ont accompli. On peut classer ces systèmes en 2 grands types, selon le modèle mathématique sur lequel ils reposent.
il y a une distinction qui a été établie par Giorgio Israel entre deux modèles mathématiques. Un modèle à visée descriptive et un modèle à visée de contrôle. Dans le premier, et c'est typiquement le cas de l'activité scientifique et de toute quantification qui vise à améliorer un état de la connaissance sans aucun autre objectif que d'améliorer la connaissance, les modèles mathématiques cherchent à rendre compte de manière rigoureuse des faits ou des phénomènes dans le but d'en expliquer l'émergence et la constitution afin d'en prédire l'évolution. Ce sont les modèles descriptifs, d'après Giorgio Israel. Dans le second cas, c'est-à-dire les modèles de contrôle, et cela c'est typiquement les modèles qu'on utilise dans l'activité de production industrielle ou administrative, et je cite Giorgio Israel, le but principal de ces modèles n'est pas de décrire la réalité, mais de déterminer un ensemble de règles qu'il faut imposer à la réalité pour la façonner selon certains objectifs. Fin de la citation. C'est à ce second type qu'appartient le système du chiffre gestionnaire qui organise aujourd'hui la quantification de l'action publique. Pour comprendre ces effets, il faut donc décrire le travail de la chaîne complète des pratiques de fabrication et de publicisation de la statistique administrative afin de caractériser le genre de contrôle que la possession de ces chiffres permet d'exercer. Donc, quelle est l'originalité de ce système du chiffre ? Si la statistique est et a toujours été une affaire d'État, le rôle qu'elle joue a totalement changé avec la remise en cause des fondements de l'État social dans les années 1970 et l'introduction de règles du management public dans la conduite de l'État. La statistique a alors cessé d'être une technique descriptive et neutre pour devenir un instrument orienté et plutôt invisible dans une stratégie qui vise à assujettir l'activité de gouvernement à une exigence et un impératif, l'efficacité. Que dit le principe d'efficacité ? Il admet qu'une allocation de ressources ou une décision peut être optimale, c'est-à-dire la meilleure possible relativement aux conditions qui définissent un état du monde et à l'information disponible sur cet état. Appliquée à l'action publique, l'efficacité, qui est conçue comme une quête d'optimalité, est directement fonction de la relation mesurable entre un résultat, qui dans ce cas-là est de nature politique, et son coût, qui est apprécié en termes de dépenses publiques. Ce qui se réalise par le biais d'une technique imposée à tous les échelons des services administratifs, l'évaluation. Évaluation qui permet de décomposer en un ensemble d'éléments discrets la chaîne de production de chacune des composantes d'une politique publique. Le souci de l'efficacité fait de la quantification le cœur de l'action publique. C'est que sans chiffres, on ne peut ni fixer des objectifs, ni définir des indicateurs de performance, ni contrôler la productivité des mesures, ni annoncer des résultats, ni mesurer le degré de réussite d'une disposition de politique publique. Voilà pourquoi le chiffre, insensiblement, est devenu totalement indispensable à l'imposition de ce qu'on peut appeler une logique du résultat et de la performance dans l'administration de l'État. Sous l'emprise de la quantification gestionnaire, un nouveau modèle d'exercice du pouvoir s'est donc peu à peu imposé, ce que j'appelle gouverner au résultat, en entendant la notion de résultat au sens très particulier de mesure du degré de réalisation des objectifs chiffrés à l'aide d'indicateurs de performance. Et ce modèle s'est stabilisé avec ce que je nomme encore la numérisation du politique, cette numérisation qui est permise aujourd'hui par ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes d'information. C'est une disposition technique qui organise la standardisation et l'homogénéisation de toutes les formes de recueil des données administratives afin de pouvoir croiser pour chaque politique publique ou chaque institution concernée 3 séries de chiffres. Ceux relatifs à l'activité générale, c'est la performance d'une institution ou d'une personne ou d'une politique publique, les dépenses qu'elle engendre, donc le coût par unité, et les personnes qui réalisent ces politiques, c'est la productivité individuelle. Donc 3 séries de chiffres, des chiffres relatifs à l'activité globale, quelle est la performance, les dépenses que cette performance engendre, et la productivité individuelle des personnes qui concourent à la réalisation d'une politique publique. Et c'est le croisement de toutes ces données qui est rendu possible par la standardisation et l'homogénéisation. Le croisement de ces données, croisement qui est réalisé par des algorithmes gestionnaires qui sont conçus à cet effet, mais dont personne ne sait très bien qui les a construits, ou en tout cas qui sont hors de portée de ceux qui vont en souffrir. Donc c'est le croisement de ces données qui est censé offrir aux gouvernants et aux managers
de service public les moyens de rendre la moindre dépense publique pleinement efficace, au sens où chaque produit, un produit de santé, un produit d'éducation, un produit de justice, un produit de recherche, nous sommes des produits de recherche, chaque produit serait offert au meilleur rapport qualité-prix et où son rapport coût-avantage serait constamment calculé pour savoir en temps réel s'il est nécessaire de continuer à l'offrir ou à y renoncer. C'est ainsi que la numérisation fournit des directives qui permettent de façon rationnellement justifiée de restructurer et de réorganiser le service public tout en y introduisant les idées de productivité, de concurrence et de prime au mérite. La numérisation du politique a été consacrée en France avec le changement de présentation du budget, avec la LOLF, la fameuse LOLF, qui est entrée en vigueur en 2006, si je ne me trompe pas. Depuis cette date, l'essentiel de l'action de l'État est soumis à la mesure du degré de réalisation d'objectifs chiffrés, tels qu'ils sont entérinés par le Parlement quand même, à l'aide d'un nombre limité, de plus en plus limité, chaque année de plus en plus limité, d'indicateurs de performance. Ce qui est en jeu avec la numérisation n'est plus l'opposition traditionnelle entre une technostructure qui n'en fait qu'à sa tête et des gouvernants qui ne peuvent la contrôler, mais bien la domination des catégories du raisonnement gestionnaire sur la prise de décision et la désuétude corrélative de l'usage des catégories du raisonnement politique. Comment s'exprime cette domination ? Avec la numérisation, le chiffre est devenu la source même des règles qui déterminent l'orientation de l'action publique. C'est aujourd'hui au moyen de la définition de variables et de l'élaboration d'algorithmes que les gouvernants reconfigurent la nature des tâches administratives et l'étendue des missions du service public. Un autre changement produit par la numérisation du politique est la création de ce que je nomme des réalités informationnelles, c'est-à-dire des entités statistiques idéalisées sur la base desquelles les gouvernants définissent de façon anticipée l'efficacité des politiques publiques et fixent des objectifs chiffrés qui permettent d'accomplir cette anticipation. La violence arithmétique du chiffre, qui est portée par la logique du résultat et de la performance, transforme les rapports sociaux qui se nouent au sein des administrations d'État. D'une part, les professionnels de service public, les enseignants, les médecins, les policiers, les juges et pourquoi pas les chercheurs, peuvent se sentir dévalorisés lorsqu'ils constatent qu'ils sont tenus pour une quantité sans qualité. En fait, ils sont considérés comme interchangeables dans un processus de production et que leurs revendications sont traitées avec mépris justement au nom de l'efficacité. D'autre part, les agents chargés de remplir les objectifs qui leur sont assignés peuvent se sentir bafoués lorsque les obligations nouvelles qui leur sont imposées, à cause de l'évaluation, s'opposent à ce que eux pensent qu'elles devraient être pour assurer le service qu'ils sont censés rendre aux citoyens. Des petits remaniements moraux pénètrent insensiblement le quotidien de leur travail. J'en cite 3. Au lieu d'être investi d'une mission porteuse de valeurs collectives politiques, l'agent de service public ne doit plus accomplir que la tâche qu'il a à remplir et qui est définie par des objectifs à atteindre. Deuxième petit point, l'incitation financière, donc la prime, se substitue à l'intelligence collective d'une équipe ou au respect des mobiles et des vocations individuelles. Troisième petit point, chaque agent est conçu comme un ETPT, un équivalent temps plein travaillé, auquel est assignable une tâche à merci. C'est-à-dire un professeur de mathématiques peut également enseigner le sport en fonction des heures qu'il doit. Un urgentiste peut être affecté à la chirurgie, etc., selon un principe général de flexibilité. Vous devez 35 heures, vous les faites là où on vous dit de les faire. Le fait de soumettre l'activité de gouvernement à la logique du résultat et de la performance affecte également la manière d'exercer le pouvoir. C'est ainsi que les décisions prises sur des critères purement financiers orientent l'attention sur les conséquences en effaçant toute réflexion sur les causes. L'école coûte trop cher, on décide de réduire le nombre de matières enseignées ou de réduire le nombre d'heures de cours. C'est à peu près le sens des réformes qu'on voit. Les frais de fonctionnement de la justice sont trop élevés, on décide autoritairement de réduire le prix des analyses d'ADN qui sont devenues un poste de dépense en constante inflation et qui obèrent le budget. Alors, je dis ça, c'est pas vous allez ouvrir les dossiers dans les administrations que je viens de citer, vous verrez que c'est exactement ça ce qui se passe. Donc ce n'est pas des cas fictifs, ce n'est pas une invention pour faire rire les foules. Deuxième petite transformation, la technique de la segmentation des clientèles, donc une bonne technique de marketing, conduit à définir des catégories fines afin de fixer des objectifs précis qui permettent la mesure exacte de la performance, ce qui peut parfois se faire au mépris du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Alors, par exemple, la banalisation de cette technique est attestée par l'expulsion des Roms à l'été 2010. Bon, ça date un petit peu, on l'a oublié, mais les gouvernants étaient assez étonnés devant les réactions critiques
à la directive d'expulsion des Roms, qui témoignait du fait que personne ne semble s'être rappelé dans les services administratifs que l'expulsion des Roms bafouait un principe constitutionnel élémentaire. Bon, enfin, bon, juste, bon, il faut être performant sur un point. Bon. Donc c'est la segmentation des clientèles. Troisième point, la durée étant l'ennemi de l'efficacité, on tend à privilégier le recours à des formes d'action expéditive. On incarcère au lieu de réinsérer, on prescrit au lieu de soigner, on mesure au lieu de débattre, on décrète au lieu de délibérer, on évalue au lieu de lire des dossiers. Pour ceux que cette dernière phrase étonne, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un dossier pour un maître de conf avec 30 livres, 50 articles, c'est mieux d'avoir une seule note qui vous dit quel est son impact sur la science en général. Bon, je ferme la parenthèse. Mais il y a encore un peu plus. Soumettre l'activité de gouvernement à la logique du résultat et de la performance modifie la façon de penser et de conduire les politiques publiques. Car dès lors que les objectifs chiffrés sont fixés, les dirigeants et leurs subordonnés sont fondés à négliger les fins de l'action qu'ils conduisent, puisqu'elles sont objectivement définies par la quantification. Puis à juger que tous les moyens sont bons pour parvenir à remplir l'objectif qui leur est assigné, et sur lequel d'ailleurs est gagé leur salaire ou leur avancement. On note ainsi que dès lors qu'ils règlent leur jugement sur la mesure de l'efficacité, les dirigeants peuvent se sentir légitimés à s'arc-bouter sur des décisions prises jusqu'à refuser d'en discuter les modalités d'application. Sous couvert de performance, on rétablit l'autoritarisme avec tout ce que cela porte d'arbitraire et d'arrogance. La certitude d'être dans le juste peut également conduire à ignorer ou à suspendre les formes de négociation politique instituées et restreindre les droits politiques et sociaux des citoyens ou de leurs représentants, par là j'entends les parlementaires, en justifiant cette attitude au nom de la logique du résultat. À force de se servir des notions d'efficacité, de compétitivité, de résultat, de flexibilité, de performance et d'évaluation, l'usage d'autres notions tend à s'effacer, comme celle de sens du travail bien fait, valeur de la vie, épanouissement, autonomie, souveraineté professionnelle, confiance, sécurité. Et cet effacement s'accentue à mesure que l'habitude s'installe d'employer la terminologie désincarnée de l'économie, marché, produit, concurrence, optimisation. Et cet autre discours désincarné du management avec les notions d'autorité, de ressources humaines, d'objectifs, de lettres de mission, de responsabilité individuelle. Bref, les réformes gestionnaires ont ainsi remis au goût du jour l'idée selon laquelle, pour que l'action publique soit performante, les établissements et les organisations publiques devaient être dirigés par un vrai patron, un chef qui dispose seul du pouvoir de décider, puisqu'il doit conduire ses troupes au combat dans une compétition féroce et assumer en son nom propre la responsabilité de la victoire ou de l'échec. Bon, j'ai rapidement, donc ça va, je vois que j'ai encore quelques minutes, donc je vais aborder un petit point sur le thème de ces journées, qui est l'évaluation, ou les indicateurs. Donc, l'usage gestionnaire du chiffre a porté donc insensiblement un certain nombre d'effets. Je résume ces effets. Le premier, c'est de modifier le langage de description des phénomènes politiques. Donc le registre neutre des indicateurs se substitue aux termes idéologiques du débat politique. Le second effet, c'est une conséquence directe de cette substitution. La définition des questions politiques se trouve lentement déléguée à des experts qui savent manier les instruments de la quantification. Je m'arrête sur ce point parce que c'est juste pour revenir sur j'ai le mot en anglais, mais pas... Le slide sur Statactivisme, c'est le point qui me différencie de mes amis statactivistes, où je considère qu'il faut rompre avec tout... On ne peut pas parler la langue des chiffres avec des chiffreurs. C'est qu'il faut leur parler une langue politique. Et sinon, on délègue toujours à des experts qui sauront mieux que d'autres quoi dire. Donc, chiffre contre chiffre, œil contre œil, ça écarte toujours les citoyens. Troisième effet est de donner légitimité et primauté au discours sur l'efficacité en rendant obsolète le discours sur les principes d'organisation d'une collectivité humaine. Dans ce cadre, le recours à la quantification ne modifie pas seulement la base informationnelle à partir de laquelle le jugement politique se forme. Bon, la base informationnelle, ça, il n'y a pas nécessité de contester la nécessité d'avoir des données pour agir, ça, on va tous être d'accord. Mais ce n'est pas simplement la base informationnelle qui change, ça transforme les formes même de la description politique. Donc je vais prendre un exemple.
plus on accorde de primauté à l'évaluation de l'efficacité de l'action publique visant à réduire les inégalités, moins on débat des injustices qui limitent l'exercice des libertés individuelles. C'est-à-dire moins on fait publiquement exister les phénomènes comme des formes structurelles, comme les formes structurelles de l'inégalité, ou l'inhumanité des modes de production ajustés aux normes de l'hypercompétitivité, ou l'indignité des conditions de travail qui en découlent, ou les atteintes instituées au respect de la personne humaine. Ce langage de description, qui suffirait simplement, je crois, à justifier des décisions qui restaurent un ordre de relation plus juste, il suffit juste de dire c'est indigne, on n'a pas besoin de mesurer l'indignité. Quelque chose qui est indigne en général. Donc disparaît ce langage de description purement politique disparaît de l'horizon lorsqu'on ne dispose plus pour appréhender l'action publique que d'indicateurs de performance dont la fonction est de pointer ce qui porte atteinte à la rentabilité des services publics ou remet en cause la contrainte budgétaire. La construction d'indicateurs dépend de ce que l'activité de quantification cherche à mesurer. Or, il est deux grandes manières de conduire la construction des indicateurs. La première, c'est cette manière gestionnaire que j'ai un petit peu décrit et qu'on peut caractériser par trois caractéristiques. Elle a une vocation de contrôle, c'est-à-dire qu'elle reste, la production d'indicateurs gestionnaires reste sous le contrôle et le monopole des dirigeants. C'est les dirigeants qui disent quels sont les indicateurs qu'il faut mettre en place. Elle requiert une intégration de l'information, c'est-à-dire que les indicateurs servent des buts définis par avance et les chiffres qu'ils recueillent sont traités sur le mode de l'interopérabilité que j'ai décrit tout à l'heure. Et elle encourage l'autoritarisme. Donc c'est des indicateurs de contrôle qui intègrent toute l'information et qui encouragent l'autoritarisme au sens où les indicateurs garantissent que les décisions sont justes par nature puisqu'elles sont fondées en objectivité. Et donc, puisque c'est juste, il n'y a même pas à la négocier. La seconde manière de construire des indicateurs est, le seul adjectif que j'ai trouvé à y accoler, c'est démocratique. Et c'est démocratique au sens où la construction de ces indicateurs ont trois propriétés. D'abord, elle est autonome, c'est une démarche qui est autonome, c'est-à-dire qu'elle s'organise à partir des règles qui sont définies par ceux, qui soient citoyens ou des professionnels de services publics, qui la réalisent et à leur seule initiative et à leur seul service. Donc ces indicateurs construits sont autonomes. La construction est indépendante, c'est-à-dire qu'elle procède de personnes qui sont intéressées à accroître l'intelligence collective et pas d'autorité de tutelle qui exerce leur surveillance sur le travail des gens. Et elle est pluraliste, au sens où elle propose une description qui n'a pas la prétention d'être unique, mais qui vise à accroître l'espace des libertés en multipliant les sources de savoir et les instances de décision. Donc d'une part, contrôle, intégration de l'information et autoritarisme, et d'autre part, autonomie, indépendance et pluralisme. Je pense que moi j'ai beaucoup apprécié ce que Florence a dit au début sur l'intérêt de l'évaluation dans l'ajustement réciproque et l'interdépendance. Je trouve que c'est la plus belle définition de l'évaluation. Alors, je ne la connaissais pas avant, je trouve qu'elle est vraiment très très juste. J'espère que plus on développera des indicateurs de nature démocratique et plus on arrivera à comprendre l'interdépendance et à s'ajuster. Merci. Des questions, des réactions ? Oui, moi j'avais une question qui est relative, parce que là le point de vue il est quand même un peu que le chiffre c'est pas très très bien, parce que c'est confié à des experts, en partie, ça a été un peu l'argument. Moi j'ai une question, la capacité de parole et d'argumentation dans le monde démocratique et le monde politique n'est-elle pas aussi une expertise assez forte, longue à acquérir, comme le démontrent les études de sociologie par exemple, ou de philosophie dont on discutait plus tôt, et est-ce qu'en ça réduit le biais d'expertise ? Alors je suis d'accord que la démocratie telle qu'elle est définie chez les Grecs au début, elle repose sur la parole, la capacité d'argumentation, et c'est ça qui fait une transformation du monde politique. Ça n'empêche pas que ce soit très élitiste aussi. Et donc en quoi est-ce que ça garantirait, en transformant le processus, de faire quelque chose qui finalement serait plus juste ? Il n'y a aucune garantie pour que les choses qui doivent être justes le soient. Premier point. Ma question, elle a été de comprendre, je pense que c'est vous qui disiez ça, l'attractivité incroyable du chiffre et le caractère étouffant
Et je le dis simplement parce qu'au moment où j'étudiais les processus d'évaluation, je les ai étudiés à l'école, à l'hôpital, à l'université, dans le milieu de la recherche, en médecine. Ce qui est effroyable, c'est toujours la même chose, indépendamment de ce que... Oui, on prend PISA comme bon exemple, mais indépendamment de ce qu'on va penser de la manière dont un chiffre est produit, dès lors qu'il est produit, et tel qu'il est présenté, même s'il est présenté contre l'avis de tous les statisticiens du monde qui diront on ne peut pas présenter ce chiffre comme ça, il est présenté comme ça. Et le problème, c'est le silence qui s'ensuit. Donc ce qui m'a fasciné, c'est simplement la force d'attractivité de chiffres. C'est en ce sens que je réclame, je revendique qu'on cesse de parler chiffres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes mes propositions, j'en ai pas beaucoup, j'en ai zéro. En tout cas, ça m'a simplement orienté sur la question de qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une forme de description qualitative à une forme de description quantitative. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis contre mes amis activistes, parce que je ne pense pas qu'on rétablira le discours politique en opposant des chiffres à d'autres chiffres. Et la question de l'expertise, c'est une autre chose, c'est totalement autre chose. La question de l'élitisme est encore une autre chose. Mais je répète, pour ces deux questions-là, c'est à nous de prendre les choses en main. Et je ne sais pas si vous observez, mais pas mal de gens commencent à prendre les choses en main. Une deuxième question. Elle a l'air étonnée. C'est une moue d'étonnement que je vois. Oui. Ah ben je ne sais pas, vous avez qu'à aller voir hier ce qui s'est passé en Italie, vous avez qu'à voir ce qui va se passer après Donald Trump, ce qui s'est passé au Brexit, ce qui s'est passé dans plein d'endroits. Donc, enfin, observez ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de gens... Alors, on posait tout à l'heure à Ted la question sur Trump, et son incompréhension était aussi peut-être partagée par nous tous, c'est qu'en fait on ne sait pas de quoi on parle, donc commençons déjà à regarder. Mais en tout cas, l'expression massive de gens qui disent on n'en veut plus de votre monde, quelle que soit la variante, elle est là, et donc à nous de l'observer et de l'analyser.